Bonjour chers concitoyens, je vous interpelle aujourd'hui au nom de l'association Courriel qui défend sur des positions progressistes et internationalistes la langue française et toutes les langues du monde contre l'invasion du tout anglais, plus exactement du tout globish, mais j'y reviendrai. Je suis moi-même par ailleurs professeur de philosophie à la retraite et par ailleurs aussi militant communiste, autrement dit mon discours est situé. Et même si je respecte éminemment les autres défenseurs de la langue française, et notamment mes compagnons gaullistes, eh bien, je représente cette sensibilité de gauche qui défend donc le français sur des bases, je le répète, progressistes, populaires et internationalistes. Alors pourquoi le français a-t-il besoin d'être défendu? C'est la première des choses. Eh bien, il a besoin d'être défendu parce qu'il est attaqué, tout simplement, et il est gravement attaqué, il est même en péril de mort si nous laissons les choses se dérouler comme elles se déroulent. Il ne faut pas d'abord se rassurer en se disant qu'il y a une démographie importante des pays francophones, parce que si par ailleurs, à l'intérieur de chacun de ces pays, tout est fait par les élites, et notamment, c'est le cas en France, pour détruire les bases mêmes de l'enseignement du français, le français lui-même, et ainsi de suite, pour lui substituer l'anglais, et bien évidemment, cette démographie ne suffira pas à préserver la langue française. C'est la première des choses dont il faut avoir tout à fait conscience. Alors, pour se tourner vers la France elle-même, je parlerai ensuite d'autres pays, eh bien, pour la France elle-même, il n'est que de se tourner autour de nous, de regarder tout bonnement, par exemple, les enseignes dans les rues. Je vous propose un test, faites une promenade sur la rue ou dans la rue principale de votre ville, peut-être même de votre bourg, et parfois même de votre village s'il y subsiste encore quelques commerces que ce soit, et vous aurez très vite vu que l'anglais progresse à pas de géant, plus exactement le globish, c'est-à-dire une forme appauvrie de l'anglais, qui d'ailleurs nous ridiculise lorsque les Anglais viennent se promener chez nous, tant cette langue, cette non-langue plutôt, ou cette novlangue n'est pas maîtrisée. Je dirais que de ce point de vue, ce qui caractérise la situation linguistique du pays, c'est trois mots. Ce sont trois mots. Le premier mot, c'est arrachage, arrachage de la langue française. Le deuxième mot, c'est substitution, pour substituer systématiquement au français, y compris à des mots usités tous les jours, hein, bon, des mots d'anglais, quoi. Bon, par exemple, si vous voulez, pourquoi dire news au lieu de nouvelles, pourquoi dire, comme le faisait à une époque la SNCF, TGV Night et non pas TGV Nuit, et tout à l'avenant. Il ne s'agit pas ici d'emprunt, il ne s'agit pas de condamner les emprunts que toute langue a toujours opérés en se servant du stock de vocabulaire d'autres langues. Il ne s'agit pas ici de traquer des mots comme camping ou comme parking, par exemple, qui sont entrés dans la langue. Il s'agit de traquer, de refuser les mots qui sont utilisés systématiquement pour se substituer à des mots français extrêmement courants, et cela avec une véritable volonté de nuire. Par exemple, pourquoi dire le Black Friday et non pas le Vendredi Noir? D'ailleurs, comme ça, tout le monde comprendrait combien cette coutume américaine est finalement mortifère. Et peut-être ne veut-on pas qu'on le comprenne, justement. Je ne vous fais pas un dessin sur la façon dont, dans les radios, dans les médias, dans le morning, entre guillemets, de je ne sais combien de radios, eh bien, l'anglais est favorisé systématiquement, combien dans les salles de rédaction il est bien vu, alors que le français reste la langue quand même de travail des journalistes français pour l'essentiel, et qu'ils devraient donc respecter comme tout bon ouvrier leur matière première et leurs outils de travail. Je pourrais parler aussi de l'éducation nationale qui privilégie systématiquement l'anglais de la maternelle à l'université, qui même à l'université impose maintenant pour entrer en troisième cycle effectivement un diplôme en anglais, un diplôme d'anglais plus exactement, au détriment de toute autre langue étrangère d'ailleurs. Pourquoi ceux qui ont appris l'allemand en première langue seraient-ils défavorisés par exemple? Je pense par exemple à des demandes qui ont été faites par nos compatriotes alsaciens ou mosellans, et ainsi de suite. Tout est à l'avenant. On pourrait penser par exemple que l'italien serait cultivé
du côté du sud-est, par exemple, ou l'espagnol systématiquement, y compris. Pourquoi pas en première langue, et pourquoi pas l'arabe d'ailleurs, qui est quand même la langue de référence d'un certain nombre de Français d'origine nord-africaine ou de travailleurs immigrés. Mais tout ça est balayé, l'anglais, 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 vous en boufferez à tous les repas, en quelque sorte. Et donc ici, je vous appelle à résister à cette aliénation linguistique, d'autant plus pernicieuse qu'elle vous est présentée comme fun, comme ludique, hein, comme séduisante, en quelque sorte. Eh bien, il faut se rebeller parce que la servitude volontaire est encore pire que l'asservissement brutal, puisque effectivement la servitude volontaire s'empare non pas seulement des corps, mais des cerveaux, des cœurs et des esprits. Ne vous laissez pas en quelque sorte, comment dirais-je, investir du dedans par cette intrusion linguistique de tous les instants. Vous pourriez aussi regarder ce qui se passe dans bien d'autres secteurs. Par exemple, l'armée, maintenant, considère l'anglais comme sa langue de travail dans le cadre de l'interopérativité avec l'OTAN. Alors si même la Grande Muette, quand elle se met à parler, ne parle plus français mais parle anglais, eh bien en quoi est-ce que c'est encore une armée française? D'autant plus qu'elle serait commandée, mais c'est un autre sujet, et en tant que militant de gauche, je combats réellement cela, par l'OTAN, c'est-à-dire en fait par les États-Unis. C'est ce qu'avait justement voulu éviter le général de Gaulle, qui lui était un défenseur, on pouvait s'y attendre, de la langue française. Voilà, donc de toutes les façons possibles, il faut ici se rebeller, se rebiffer contre ce processus, je répète, d'arrachage, de substitution et même de basculement, car les choses en sont au point que si on continue comme ça pendant 10-15 ans, eh bien, le pays va finir par basculer à l'anglais comme langue co-officielle du français, puis, eh bien, tout simplement au fait que que le français sera relégué au second rang, comme par exemple le gaélique l'a déjà été en Irlande. Est-ce que c'est cela que nous voulons pour notre langue qui porte l'une des plus grandes littératures, l'une des plus grandes philosophies de l'histoire? On aurait pu parler aussi, bien sûr, des sciences, on aurait pu parler de l'université plus en détail que je ne l'ai fait, on aurait pu parler de la manière dont on travaille dans beaucoup de grandes entreprises, où là encore l'anglais devient la langue de référence, avec de grandes souffrances d'ailleurs pour beaucoup de travailleurs, de techniciens, d'ingénieurs, qui sont obligés de perdre beaucoup de temps sur leur temps de travail, et donc de travailler en plus en réalité sans être payés, pour décrypter des modes d'emploi en anglais et toutes sortes de choses comme ça, avec le danger permanent d'ailleurs de faire des erreurs dramatiques. Cela s'est vu, y compris dans l'aéronautique. Hein. Alors voilà. Alors pourquoi a-t-on affaire à ce basculement linguistique? Eh bien, je ne crois pas qu'il faille simplement se dire c'est l'air du temps, ou c'est à la mode, ou toutes sortes de raisons de ce genre, qui signifient en réalité qu'on ne sait pas quoi répondre. Et qu'on dit, eh bien, l'anglais plaît parce qu'il est plaisant. C'est la vertu dormitive de l'opium, dont se moquait déjà Molière. Non, les choses sont beaucoup plus carrées. Il s'agit d'une politique. Il s'agit d'une politique linguistique qui est menée principalement par nos élites politiques, économiques et culturelles, pour une bonne partie d'entre elles tout au moins. Élite politique, quand on voit que par exemple Macron nomme ses principaux événements organisés en France en anglais. Par exemple, quand il fait un sommet sur l'écologie avec des chefs d'État étrangers, ça s'appelle Make the Planet Great Again, hein, en imitation de MAGA. Quand il invite les patrons étrangers à venir investir en France, et que pour ça, il casse copieusement les services publics français et les acquis sociaux français pour que la France soit plus attirante, plus bankable, si je puis dire, eh bien, il nomme ce sommet, Choose France. Non pas choisissez la France, mais Choose France. Et tout à l'avenant, je pourrais prendre bien d'autres exemples, ça serait extrêmement parlant. Ce président, quand il va à l'étranger, de plus en plus, parle de toute façon en anglais, en étant d'ailleurs moqué par Trump. C'est ça le salaire de la trahison, qui rigole de son accent français. Car ces messieurs, les dirigeants anglo-saxons, ne seront jamais contents tant que nous ne parlerons pas avec un accent britannique ou américain. Hein. English mother tongue, anglais langue maternelle.
ce qui est une discrimination terrible à l'emploi pour les cadres supérieurs d'ailleurs. Car comment voulez-vous, si vous êtes né en France, arriver, même si vous prenez force cours d'anglais, à parler absolument l'anglais sans accent? Vous serez toujours un petit Frenchie mal vu et ridicule, et qui a horreur ou qui a honte de sa langue mérite d'être ridiculisé. Alors ça c'est une chose, et puis derrière vous avez aussi le grand patronat qui pousse à cela. Il y a quelques années, en 2004, c'est le baron Sellière, qui à l'époque était le président du MEDEF français, qui était allé au Conseil des ministres et des chefs d'État européens en 2004, et qui avait ouvert son discours en français en disant « Je ne vous parlerai plus désormais qu'en anglais, la langue des affaires et de l'entreprise ». Et il avait continué en anglais. À l'époque, Jacques Chirac, qui avait encore un certain honneur linguistique, avait quitté la salle d'ailleurs. Mais sans dit long sur la politique réelle du patronat. Et pourquoi le patronat privilégie-t-il l'anglais systématiquement? Eh bien pour différentes raisons. La première, c'est qu'il veut créer un marché européen, un marché mondial, qu'il veut casser effectivement les restes de nationalisation en France, les restes de monopole public en France, qu'au fond il faut dissoudre la France elle-même comme un sucre dans le café, ou comme un sucre dans le whisky si l'on préfère, en quelque sorte. Quelle horreur! Et donc effectivement à partir de là, en venir à quelque chose qui est tout simplement la liquidation de la nation, la liquidation de la République dans quoi? Eh bien, il faut ouvrir les yeux, dans le grand État fédéral européen, avec une défense européenne, avec une industrie européenne, avec une économie de guerre européenne, tout cela évidemment arrimé à l'OTAN, aux États-Unis, aux importations américaines et aux traités transatlantiques tels que le traité UE-Mercosur qui détruit notre agriculture, ou le traité de l'Union européenne avec dit le CETA. Je ne me rappelle plus exactement ce que signifie cet acronyme. Et donc effectivement, cette politique est très claire. C'est une politique, disons, qui est traduite dans les traités européens par la phrase récurrente qui vient en eux depuis Maastricht et qui nous dit que l'Union européenne est une économie ouverte où la concurrence est libre et non faussée. J'aurais dû ouvrir les guillemets et les refermer, mais c'est une phrase que vous retrouverez pratiquement dans tous les traités européens. Et donc, c'est très clair, l'économie ouverte, c'est une économie dans laquelle il n'y a plus de nationalisation, où tout est délocalisable, où tout est privatisable, et où la concurrence, effectivement, permet aux monopoles étrangers de venir chasser en France, au détriment des monopoles publics, pendant que les monopoles capitalistes français, comme Total et d'autres, essayent de s'implanter eux-mêmes à l'international. Passe-moi la rhubarbe, je te passerai le séné, et chemin faisant, je détruirai la classe ouvrière de France, la paysannerie de France, les artisans de France, les petits et moyens fonctionnaires français, c'est-à-dire 99% de la force de travail française, y compris les immigrés francophones qui viennent dans notre pays parce qu'ils nous font l'honneur de parler notre langue, même si elle leur a au départ été imposée par la colonisation, mais ils en ont fait leur bien propre, c'est devenu non seulement notre langue nationale, mais le bien commun de plus en plus partageable de la francophonie. Et ces travailleurs, ces étudiants, nous devrions au contraire, en raison même de la langue qu'ils parlent, ne serait-ce que ça, pas seulement, mais à cause de ça notamment, les accueillir, disons, dignement dans nos universités, alors que vous avez peut-être remarqué, c'est un mauvais coup contre le français, que le pouvoir veut augmenter dramatiquement les droits d'inscription des travailleurs non communautaires, c'est-à-dire ne venant pas de l'Union européenne. C'est quand même un comble, c'est-à-dire que des citoyens européens qui ne parlent pas un mot de notre langue seraient favorisés pour entrer à l'université, tant mieux pour eux, je ne suis pas pour qu'on augmente leur droit d'inscription, naturellement, hein, mais que, en revanche, eh bien, des étudiants sénégalais, ivoiriens, etc., pourraient être pénalisés au détriment du rayonnement de la France, au détriment du rayonnement de notre langue, et bien entendu en faisant, pour finir, le jeu du tout anglais, parce que ces étudiants iront ailleurs, c'est tout ce que ça donnera, avec, pour finir, eh bien, un abaissement à la fois de leurs droits acquis en France, mais aussi de notre rayonnement culturel, économique et autres à l'étranger. Alors voilà, donc ici, c'est ça le but réel de toutes ces choses. Hein.
Il y a d'autres buts. Il y a un autre but que devraient effectivement sous-peser davantage les syndicalistes, et spécialement les syndicalistes de classe, qui toujours ne font pas malheureusement grand-chose, sauf quelques-uns que je salue, sur la question de la langue. Lorsque systématiquement la SNCF, l'EDF et ainsi de suite privilégient la dénomination en anglais de leurs nouveaux produits, puisqu'on parle comme ça désormais dans ces secteurs jadis nationalisés à l'avantage de la population et qui deviennent petit à petit des entreprises purement profitables, eh bien, il faut combattre cela. Ça va de pair. Ça va de pair, c'est pas innocent de renommer les produits, par exemple, de la SNCF avec des dénominations, disons, de type anglais. Ou de mettre des mots français, mais en faisant tomber le E, connect sans E à la fin, ou des choses comme ça. Si vous voulez, tout ça n'est pas innocent. C'est la dissolution, effectivement, de notre pays dans le grand marché unique européen et transatlantique. Et qu'est-ce qui se passera à l'issue de tout cela quand les emplois seront massivement numérisés, avec à l'arrière-plan donc l'utilisation de l'intelligence artificielle au seul profit du grand capital? Et quand on pourra demander à tous les travailleurs de travailler en anglais, parce que c'est bien vers ça qu'on veut aller, rappelez-vous la citation du baron Seyer en 2004, la langue de l'entreprise et des affaires, et quand on pourra leur proposer cela, eh bien, pour chaque poste de travail, pardon, pour chaque job, eh bien, il y aura non plus 10 candidats comme maintenant, mais il y en aura 100, il y en aura 200, tous les postes seront délocalisables, surtout si on peut travailler de chez soi, sur son ordinateur. Et à ce moment-là, vous imaginez la concurrence extraordinaire pour chaque poste de travail. C'est une bénédiction pour le patronat, une malédiction pour les salariés, mais aussi pour les paysans, mais aussi pour les artisans de l'avenir, mais aussi pour les petites et moyennes entreprises de l'avenir, puisqu'il n'y aura plus de marché local pour les petites entreprises à ce moment-là. Et que, donc, à ce moment-là, eh bien, effectivement, tout sera, un, délocalisable, donc bonjour pour l'emploi, et deux, sera effectivement soumis à une concurrence offre et demande terrifiante au profit du grand capital. Voilà les enjeux réels, les enjeux de classe de la substitution du tout anglais au français, à l'italien, parce que c'est pareil dans les autres pays, à l'allemand, au polonais, à l'espagnol, au portugais, au grec et ainsi de suite. Hein. Donc, en réalité, il est utile de défendre une certaine segmentation du marché par les droits du travail et les droits acquis des travailleurs. Cette segmentation, c'est celle qui a été gagnée au fil des luttes par les travailleurs de France dans le cadre de la construction de l'État-nation avec tout ce que les travailleurs, avec le Parti communiste par exemple, avec la CGT, ont obtenu en 1936 ou en 1945. Et c'est cela aussi qu'ils veulent détruire au passage, hein, en détruisant l'État-nation et la base de l'État-nation qui est la langue de l'État-nation. S'il n'y a plus de français, il n'y aura plus de France. C'est quand même assez simple à comprendre. Il n'y aura plus de République française et adieu la sécurité sociale, adieu les statuts nationaux, adieu les conventions collectives nationales, adieu l'électricité de France, adieu la société des chemins de fer français, et ainsi de suite. Vous n'avez qu'à regarder le nom des principales sociétés nationalisées. Il y a toujours le mot France ou le mot nation dedans. Tout ça à dégager, hop, à la poubelle. Et à la place, on met quoi? Eh bien, on met un grand marché mondial avec un moins-disant social effarant. Bien entendu, des travailleurs ici, en quelque sorte, low cost, si j'ose dire. Regardez d'ailleurs, ce n'est pas innocent non plus d'un point de vue culturel, car avec l'invasion du vocabulaire globish, c'est-à-dire de l'anglais de la globalisation capitaliste, de la mondialisation capitaliste, c'est ça qu'on appelle le globish, un anglais très appauvri d'ailleurs, qui fait honte en fait à l'anglais issu de Shelley ou de Shakespeare. Eh bien, avec cette mondialisation, on a aussi une uniformisation des modes de pensée. Il faut bien comprendre ce qu'est une langue. Une langue, c'est pas simplement un code qui permet de traduire mot pour mot telle ou telle référence dans la vie courante. Non, une langue, c'est un ensemble de structures solidaires entre elles, une vision du monde en réalité, qui est portée par toute l'histoire d'un pays. C'est la mémoire collective d'un pays et des luttes de ce pays. Et céder sur cela, c'est laisser effectivement faire en sorte qu'un jour
notre refrain ne soit plus le refrain révolutionnaire aux armes citoyens tel que vous le connaissez, puisque la Marseillaise est originellement un chant de révolution. Hein, formez vos bataillons, et marchons, marchons, et effectivement ici l'appel aux soldats de l'an 2 à chasser l'envahisseur et à établir la République. Mais bon, eh ben oui, voilà, le moment venu, God bless America et God save the Queen. Si vous ne sentez pas la différence, idéologiquement parlant, eh bien je vous fournirai peut-être une traduction. C'est la laïcité, par exemple, qui passe à la casserole dans ce que je viens de dire, ainsi que la République, ainsi que le droit à l'insurrection. Ce n'est pas rien. Regardez bien de près donc ce qui peut se produire lorsqu'on abandonne une langue complètement pour une autre. Et j'en dirai autant pour l'anglais qui a sa propre richesse, pour l'allemand qui a sa propre richesse, pour l'italien qui a la sienne, et ainsi de suite. Toutes ces choses très précieuses qui s'appellent tout simplement les cultures nationales et qui ne sont pas moins importantes pour la diversité culturelle que ne l'est la biodiversité à l'échelle effectivement des phénomènes vivants. Je suis d'ailleurs toujours effaré de voir qu'un certain nombre d'écologistes, tout au moins de la direction des Verts, sont enchantés par le tout anglais, alors qu'ils défendent par bec et ongle, la biodiversité. Ils ont bien raison, je le fais comme eux. Mais en quoi la diversité des cultures, la diversité des langues serait-elle moins importante? On me dira, oui, mais le français a réduit les langues régionales, le français s'est opposé aux langues, disons, qui étaient parlées sur le continent africain avant la colonisation. Mais non, c'est pas le français, c'est la colonisation qui a fait ça, ou c'est la construction bourgeoise de la France, de la République bourgeoise qui a fait ça. Il est bien évident que si nous, communistes, avions été à la tête du pays, par exemple avec Marcel Cachin, fondateur du PCF, qui était un bretonnant de choc, je veux dire qu'il parlait le breton et qu'il le promouvait, eh bien, nous n'aurions pas procédé de la sorte. Il ne faut pas accuser le français c'est pas quelqu'un, c'est pas un bonhomme qui a des méchantes idées dans la tête. Hein. Et de même que je ne combats pas l'anglais, mais le tout anglais, c'est-à-dire une politique. Bien entendu, ni l'anglais, je ne combats pas l'anglais, bien évidemment, tout le monde le comprendra bien. Je combats une politique qui se sert de l'anglais pour araser les cultures, pour détruire la biodiversité linguistique, si j'ose dire, même si l'expression n'est pas très heureuse. Alors donc effectivement ici, ayons-le véritablement en tête. Et puis la question sur laquelle je débouche maintenant, c'est la question de savoir ce qu'on fait. Que fait-on par rapport à tout cela? Que faire, comme disait mon camarade Lénine, qui, lui, s'intéressait de près aux langues, et tout en ayant développé fortement dans son propre pays, eh bien, la diversité linguistique, puisqu'en Union soviétique, on parlait, on écrivait plus de 130 langues, et que c'est même les bolcheviks qui ont la plupart du temps créé bien les écritures, les alphabets d'un certain nombre de langues du territoire russe pour sortir de la russification imposée par le tsar. Eh bien, donc il a fait ça, mais en même temps, Lénine respectait fort la langue russe, et il y a un texte vibrant d'hommage à la langue russe, où il appelle aussi les militants bolcheviks à respecter cette langue, bien sûr. Ce n'est pas communiste, ni socialiste, ni progressiste que de s'asseoir sur la diversité linguistique, c'est tout simplement rallier sans s'en rendre compte eh bien, l'euromondialisme néolibéral et capitaliste en s'imaginant être, c'est tout autre chose, internationaliste. Internationaliste, dans cette expression, il y a inter-trait-d'union nationalisme. C'est ce qui fait l'unité entre les nations, et ce n'est pas ce qui les arrase, c'est pas un supranationalisme, l'internationalisme, faut-il le dire, là c'est le professeur de philo qui parle. Et donc, effectivement, la première des choses, me semble-t-il, c'est de résister personnellement à l'invasion linguistique. Par exemple, chacun de nous pose un acte de résistance quand tout simplement, dans une conversation, on lui dit « donne-moi ton email », eh bien, il répond « mon courriel ». Email, ça veut dire electronic mail, hein, donc message électronique. Eh bien, courriel, c'est le mot que les Québécois francophones ont inventé pour dire courrier électronique. Eh bien, voilà mon courriel. Voilà où mon adresse électronique, ça s'appelle mon Adèle. Hein. Ou bien, ne dites plus yes à tout propos. Yes, hein. Mais dites oui, il y a un mot quand même en français pour dire ça. C'est oui, c'est le b.a.-ba du français, c'est le premier mot qu'on apprend quand on apprend le français à l'étranger. Dites, par exemple, d'accord, et non pas ok à tout propos. Hein, bon, voilà. Dites, je ne sais pas moi, par exemple, mon travail et non pas mon job. Hein.
mon patron et non pas mon boss, et ainsi de suite. Dites, euh, dites l'après et non pas l'after. Hein. Et l'on peut ici, donc ce sont des petits actes de résistance linguistique, mais ils font mouche en général. Vous voyez, je viens d'éviter de dire ils font tilt. Et à partir de là, eh bien, ils ouvrent la réflexion, alors que quand on emploie les mots anglais, on les emploie sans réfléchir. Or, ce qui est bien, c'est quand on parle de réfléchir à ce qu'on dit. Ça s'appelle l'esprit critique. Deuxièmement, il faut parler de la question que je viens de développer, c'est-à-dire la résistance linguistique, par vos enfants. Hein, puisque, bon, voilà, il ne faut pas être émerveillé parce que vos enfants disent toutes les 5 minutes « Oh my God !» comme je l'ai entendu dire 50 fois dernièrement à la piscine de la part de bambins qui plongeaient dans l'eau froide. Hein. Et dites-leur que, ma foi, eh bien, nous sommes dans un pays laïque et qu'on peut se passer, d'ailleurs les chrétiens seront d'accord, et les autres croyants, d'invoquer le nom de Dieu pour un oui, pour un non, fût-ce en anglais. Dites-leur aussi à ces enfants que, eh bien, la première des choses pour bien apprendre l'anglais, c'est qu'ils parlent bien et qu'ils comprennent bien le français, qu'ils étudient son langage, son orthographe, sa grammaire, et toutes ces choses-là si ennuyeuses, mais qui sont la charpente de la langue et de la pensée qui va se construire sur la langue. Et ils apprendront d'autant mieux les langues étrangères qu'ils connaîtront d'abord bien leur langue au lieu de tout mélanger, de faire un infect broué et finalement de ne parler bien ni le français ni l'anglais et de passer quand ils seront un peu plus grands, non pas pour des polyglottes, mais pour des ploucs, si je puis dire. Bon, alors ensuite, effectivement, à vos collègues de travail, hein, qui seront souvent ravis de vous entendre dire ça, parce que souvent, les gens souffrent en silence dans les entreprises à cause de l'anglais. Lorsque, par exemple, on les envoie écouter des conférences à l'étranger, qu'ils sont censés tout comprendre en anglais, qu'il n'y a pas de traduction, ou qu'il y a des traductions, mais que le snobisme des cadres environnants consiste à poser l'appareil de traduction pour faire croire qu'on comprend très bien l'anglais. Voilà, tout ça, c'est de la souffrance. Et vous verrez que vos collègues vous soutiendront si vous résistez au tout anglais. D'ailleurs, quand on résiste dans les mots, on peut résister dans les pensées, et puis pour finir, on résiste dans les actes. Et un jour venu, eh bien, on fait grève, pourquoi pas, contre les injustices. Voilà, tournez-vous aussi contre tous, auprès de, je veux dire, adressez-vous à vos camarades de syndicats, par exemple, pour leur faire prendre conscience que c'est la même chose que de combattre les privatisations et que de combattre la destruction de la langue française. Tout ça, c'est la dénationalisation, non plus rampante, mais galopante de notre pays. Ça procède de la même politique d'aliénation. Et donc, à la politique d'aliénation, il faut répondre sur tous les terrains. Les résistances ne se divisent pas, y compris sur le terrain de la langue, donc sur celui de la pensée, de la culture, de l'idéologie, si je puis dire. Bon, voilà. Défendons bien sûr la diversité des langues. Il ne s'agit pas d'imposer je ne sais quel retour au tout anglais. Par exemple, personne au courriel n'est contre le fait que les États du Sahel qui essayent de se délivrer de la France-Afrique néocoloniale, le Niger, le Burkina Faso, le Mali, le Sénégal, effectivement promeuvent les langues africaines. Très bien, bravo. Ben, il n'y a rien à dire à cela. C'est un acte de souveraineté. Hein. Et cela dit, c'est bien aussi que nous, francophones, nous insistions tous sur le fait que le français est notre trésor commun, qu'il faut le défendre, que l'espace francophone est à la disposition de tous les francophones, que les Africains sont désormais majoritaires et de loin dans cet espace francophone, que les Québécois qui donnent le là en matière de défense linguistique sont aussi, comme par hasard, ceux qui, en ce moment en Amérique, mènent le plus les luttes sociales, les luttes ouvrières, les luttes des services publics. Et donc, tout cela, eh bien, ça serait extraordinaire si le français devenait une langue anticoloniale de tous les points de vue, contre ce néocolonialisme qui est porté par Marco Rubio, hein, le secrétaire d'État américain, quand il dit, en toutes lettres, lorsqu'il vient en Europe, que l'objectif de l'Amérique, c'est de procéder à la recolonisation du sud de la planète. Bon, si personne n'aura quoi que ce soit à perdre, si le français de langue coloniale qu'il a pu être, bien malgré lui, hein, puisque quand même, bon, c'est pas, comment dirais-je, Rousseau, ou je ne sais qui, ou Victor Hugo, ou Jaurès encore moins, qui ont poussé à la colonisation. Bien au contraire, ils ont essayé d'y résister. Eh bien,
essayons effectivement de nous servir de la langue française pour éviter que la langue unique ne colonise le monde entier. Et maintenant j'en viens au point qui est le plus important sans doute, c'est que si nous cédions sur la question de la langue, c'est-à-dire si nous nous abandonnions à cette espèce de langue unique qu'on veut nous imposer à l'échelle non seulement de la France, non seulement de l'Europe, où Ursula von der Leyen fait tout ce qu'elle peut pour que l'anglais devienne la seule langue de communication réelle, de travail en tout cas, avant de devenir la seule langue officielle de l'Union européenne puis de l'État fédéral européen, ça encore c'est une politique, eh bien faisons en sorte qu'on n'aille pas vers ça, parce que si il n'y a plus qu'une seule langue au monde, outre les effets dévastateurs sur le plan social dont j'ai parlé tout à l'heure, ça voudra dire aussi des discriminations terribles, puisqu'il y aura ceux qui parleront bien anglais, ceux qui parleront moyennement anglais, et ceux qui ne le parleront pas du tout. Vous imaginez ce que ça signifie, pays par pays, comme en quelque sorte transformation des classes en caste linguistique, en quelque sorte. Hein, bon, ici, c'est majeur ce qu'on veut nous faire. Et plus encore, il faut se dire que l'un des propres du langage humain, c'est justement qu'il n'y a pas de langage humain inné. Hein, nous ne naissons pas en parlant ceci ou parlant cela. Nous naissons avec la capacité de parler, mais ensuite ce sont les langues qui prennent le relais. Et les langues, elles s'apprennent. Elles s'apprennent dans un cadre culturel donné. Et donc le propre du langage humain, c'est qu'il n'y a pas un langage. Je ne parle pas le langage humain. Je parle le français, le turc, le chinois, le serbo-croate ou l'albanais, par exemple. Eh bien, à partir de là, c'est cette diversité qu'il faut effectivement garder. Si jamais on passait effectivement à la langue unique, il n'y aurait plus, en réalité, petit à petit, qu'une seule pensée, par exemple scientifique mondiale. Il n'y aurait plus d'école française de maths, d'école russe, d'école japonaise. Hein, et ça serait bien dommage pour la science, qui se nourrit de cette diversité. Elle a besoin de confrontation. Ça serait bien dommage pour la littérature mondiale. Ça serait terrifiant pour la poésie mondiale. Ce serait terrible pour la chanson. C'est déjà mal parti de ce côté-là. Regardez ce que devient la chanson française, qui a de plus en plus la portion congrue dans les têtes et dans les radios pour les jeunes, hein, comme on dit aussi, avec un anglicisme décalé, si l'on peut dire. Regardez donc cela de près. Langue unique, ça signifie à terme pensée unique, ça signifie politique unique, ça signifie économie unique. C'est un danger majeur, un danger proprement globalitaire pour notre planète. Je termine simplement en disant que le véritable internationalisme, ce n'est pas de laisser détruire les langues nationales, c'est de les défendre dans un esprit de pluralisme et d'échange. Et donc je vous laisse méditer simplement sur cette magnifique phrase de l'écrivain italien Umberto Eco, l'auteur du Nom de la Rose, que vous avez peut-être vu au cinéma. Et cette phrase, elle dit tout simplement la langue de l'Europe, c'est la traduction. C'est pas beau? Vous pouvez même la traduire en diverses langues, y compris régionales, si vous en êtes capable. Adicias.